Vous écoutez Seriland et dans ce nouvel épisode, je vous propose la suite de notre entretien avec la scénariste et créatrice de série, Marie Roussin. Sur son CV, il est indiqué écriture d'un épisode de la série Borgia, produite par l'immense Tom Fontana. Mais comment Marie Roussin s'est retrouvée embarquée dans cette aventure internationale ? Réponse. Seriland, épisode 58. Marie Roussin, en 2013, vous travaillez donc avec Tom Fontana. Il est le producteur notamment de la génialissime série Oz. Tom Fontana, c'est quand même un maître dans le milieu des séries. Comment se fait la rencontre ? Comment vous débarquez dans cette aventure internationale des Borgia ? Alors moi, je suis arrivée sur la dernière saison, la saison 3. C'était, voilà, il y avait des critiques sur les séries françaises, donc ça devenait, peut-être que les scénaristes sont mauvais, les scénaristes français, donc il faut les former. Donc Canal+, qui s'embarquait dans cette grande coproduction, c'était quand même une très lourde aventure, bien sûr. Se retrouvait à avoir des Français quand même un petit peu à chaque poste de la production, sauf au scénario. Sauf au scénario. Et je vais dire évidemment, dans le sens où, à partir du moment où la série est créée par Tom Fontana, c'est lui qui choisit son équipe d'auteurs. Et naturellement, il s'est entouré d'auteurs qu'il connaissait, donc qui étaient américains. Et c'est là que, pour la saison 2, Canal+ a dit ce serait pas mal d'envoyer un scénariste presque stagiaire, en fait, auprès de Tom Fontana pour voir comment il travaille. Et il y a une première scénariste française qui est partie. Et ensuite, ça a fait beaucoup de bruit, on en a entendu parler. Et donc, pour la saison 3, beaucoup de scénaristes rêvaient de participer à l'aventure quand on a su qu'ils allaient envoyer à nouveau un scénariste. Et donc là, la production a organisé une sorte de petit concours pour que Tom puisse choisir en fait avec qui il allait travailler. Et c'était drôle parce que cette espèce de petit concours ressemblait beaucoup au travail que j'ai fait en fait sur place avec Tom, c'est-à-dire qu'on avait, il me semble qu'on a eu, alors maintenant j'ai un peu oublié en fait, mais il me semble qu'on a eu 3 scènes à dialoguer et on avait la ligne d'enjeu des séquences. On a reçu un mardi matin, me semble-t-il, à 10h, donc tous les participants au concours, je sais pas, on n'était même pas une dizaine, une petite dizaine, des scénarios des saisons précédentes, et il y avait 3 séquences à dialoguer avec une ligne qui résumait l'enjeu de la séquence. C'est une séquence où Lucrezia va décider telle ou telle chose, une autre séquence où le pape Borgia va prendre telle ou telle décision. Et il fallait dialoguer ces séquences et on avait jusqu'au jeudi 18h pour le faire et renvoyer notre papier. Vous avez dormi pendant 48 heures ou pas ? J'ai dormi. Sans doute pas beaucoup. J'étais très excitée. Je me souviens d'être sortie, ça devait être le mercredi soir, pour me dire il faut que je m'aère la tête quand même. Parce qu'en réalité, 3 jours pour 3 séquences, ça va. C'est juste que c'est évidemment une pression folle et c'est surtout se jeter dans le bain d'une série quand même qu'on ne connaît pas très bien. Enfin, bien sûr. C'est pour tenter d'y travailler. Voilà. Et puis ensuite... Tom avait retenu 2 textes et ensuite il m'a rencontré avec quelqu'un d'autre et puis finalement après un entretien c'est moi qui suis partie Vous voyez, à New York. Bête à concours, vous avez encore réussi. Finalement je redevenais. Vous voyez Et donc vous partez à New York pour travailler avec lui. Et je pars à New York, voilà. Et alors, ce qui est très drôle dans l'histoire, c'est que tout le monde disait pour apprendre à travailler à l'américaine, et donc à l'américaine, on a cette idée des ateliers d'écriture et de la fameuse writer's room. Et en fait, Tom, sur Borgia, ne travaillait pas en writer's room. Vous étiez seul dans une chambre d'hôtel à New York. Non, alors en fait, Tom évidemment a sa compagnie et donc en fait il travaillait avec 2 scénaristes qui étaient dans les bureaux en permanence et qui travaillent sur tous ses projets. Mais les épisodes étaient confiés. En fait, il écrivait lui les arches de la saison 3. Il les a écrits avec un de ses 2 scénaristes, avec son bras droit, qui était d'ailleurs coproducteur aussi de la 3e saison. Et ils avaient écrit les arches tous les 2. Et ensuite, on avait des sortes d'outlines. Et chaque auteur dialoguait son épisode à partir des outlines écrites par Tom. Outline, c'est quoi ? C'est une une sorte ligne de d'intention ? synopsis. D'accord. Non, c'est un synopsis, une sorte de déroulé par intrigue. En fait, on recevait les déroulés des différentes intrigues de l'épisode.
Donc c'est quand même, c'est étonnant la façon dont vous le racontez. On a l'impression que enfin pas une impression, mais on sent que c'est très cadré. Très, très Et qu'il faut que vous rentriez dans ce cadre-là. Absolument. Et d'ailleurs, en fait, pendant les 2 mois où j'ai été à New York, vraiment en stage là-bas, Tom m'avait pas encore... En fait, le deal n'était pas qu'on écrive un jour un épisode. Le deal, c'était de passer 2 mois là-bas et de suivre tout ce qui se passait justement, toutes les évolutions des textes. Parce c'est hyper intéressant en même temps. C'est hyper intéressant. Non, c'est absolument... Mais... Donc les fameux codes couleurs, parce qu'aux États-Unis, ils travaillent avec des codes couleurs. Le blanc, c'est la première version du scénario qui est remise à la prod. Et puis il y a une modif, et puis on passe à une autre couleur. Et puis il y a le Quand rose, vous dites le bleu, le vert. La couleur du papier ? Alors, avant, c'était même imprimé sur des papiers Oui. différents. Aujourd'hui, c'est souvent juste le nom. C'est la version Golden Rose, parce qu'il y a jusqu'à 12 couleurs différentes. Et donc, après, quand il y a une modif, par exemple, qui change juste 2 scènes, on va imprimer tout le scénario en blanc, mais seulement... Et on imprimera seulement les scènes changées, donc les quelques pages changées, dans la couleur du scénario. Alors, sauf que vous n'êtes pas contenté d'observer, puisque votre nom, il est sur le générique. Voilà. Je vais aller vérifier. Il y a votre nom, en gros, au générique de l'épisode de Borgia. Oui, et à la fin des 2 mois, Tom m'a confié l'écriture d'un épisode de la saison 3. Vous devez être hyper fière. J'étais extrêmement fière, oui. Extrêmement fière, et puis très flippée aussi, quand même. Il fallait que je sois à la hauteur. C'était en anglais, je mets plus de temps quand même à écrire en anglais qu'en français. Ça a changé quelque chose à la suite de votre carrière ou pas ? Oui, parce que c'est une série quand même médiatisée, parce que ça m'a évidemment posé comme scénariste bilingue, capable d'écrire dans 2 langues, donc bien sûr. Et puis j'ai appris énormément auprès de Tom, et notamment sur l'observation de ce qu'est un showrunner. On va y revenir. Mais avant, vous me disiez que vous parliez anglais. Est-ce que vous parliez espagnol aussi ? Non, c'est des souvenirs de lycée. Alors, parce que 1 an plus tard, après Borgia, nouveau gros projet pour TF1 cette fois-ci, défi de taille, l'adaptation d'une série espagnole à succès, Les Bracelets Rouges, vie quotidienne d'ado hospitalisé, dont Mehdi, que j'adore, c'est un personnage que j'adore particulièrement. Il est arrivé aux urgences après un accident de scooter et sa seule famille, c'est son grand-père. Je suis zen, calme, je suis calme, je suis zen, je suis calme. Arrête de faire l'idiot. Écoute, Mehdi, tu peux ouvrir les yeux quand même. M'embrouille pas, papy. J'essaie de faire le vide, je suis concentré. Je suis calme. Je suis zen. Tu n'as pas bien compris ce qu'a dit le docteur. Il a dit que... Mais là, c'est en train de m'énerver, là. Ça va péter dans mon cerveau. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux quand même te calmer un peu. Non, mais je demande qui c'est être calme, là. Je suis calme. Je suis zen. Je vais te laisser alors. Ouais, ben vas-y. Bon, d'accord. Je t'appellerai quand j'arriverai au garage. Allez, salut mon petit. C'est pas possible. Il essaye de se calmer, Mehdi, parce qu'il a un risque d'anévrisme, mais on lui a dit qu'il fallait pas qu'il s'énerve, justement pour pas provoquer ça. En quoi consistait ce travail d'adaptation précisément ? Il fallait voir évidemment la série d'origine. Ce qui était formidable pour moi, c'est que j'ai été très très touchée par la série originale, qui est catalane en fait. Donc de toute façon, je ne pouvais rien comprendre. J'avais des sous-titres. Et pour moi, le seul intérêt en tant que scénariste de faire une adaptation, c'est quand on voit quelque chose qui nous touche, qui nous plaît, et à la fois, on voit tout ce qu'on voudrait changer. C'est-à-dire que si on trouve la série parfaite, ça sert à rien de faire une adaptation, voilà, on est d'accord. Je ne m'amuserais pas à adapter Six Feet Under en France. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Voilà. Mais là, vous voyez les possibilités. Et là, je vois ce que je voudrais changer. Il y avait, par exemple, une seule fille dans la bande, dans la série espagnole. Je voulais qu'il y ait plus de filles. Je vois ce que je veux changer. Je vois les caractérisations de personnages que je voudrais différentes. Donc, je vois l'univers, je vois le concept de la série. Je vois ce qu'elle a de touchant, je vois ce qu'elle a de beau. Il y a une générosité, une sincérité surtout qui se dégageait du projet vraiment original que je tenais à tout prix à garder. Et je voyais ce que je voulais changer. Et mais ça, vous aviez le droit. C'est-à-dire que cette adaptation-là vous permettait de rajouter des histoires, de rajouter des personnages. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que c'est pas le cas, j'imagine, pour toutes les adaptations, non ? Alors, je sais pas, mais je pense que si, à partir du moment où un producteur... il faut respecter l'œuvre, j'imagine, de toute façon.
Oh bah il faut C'est ça. faut pas, oui, voilà, mais à partir du moment où on veut pas dévoiler l'œuvre, non, on a une grande liberté. En tout cas, moi je l'avais sur et pourtant j'ai rencontré Albert Espinosa, l'auteur original de la série. Ça aussi, c'était une rencontre très émouvante. Et lui d'ailleurs m'avait dit tout de suite, de toute façon, jamais je lirai pas. Je te laisse absolument libre de faire ce que Et alors, tu est-ce veux. qu'il a regardé la version française? Oui, je sais qu'il a beaucoup aimé. Oui. Et alors, pardon pour cette question, mais est-ce que vous l'avez regardé, la série française? Est-ce que vous regardez d'une façon générale ce que vous écrivez? Ah oui. Tout le temps? Presque tout le temps, c'est-à-dire oui. Non, mais je regarde Oui. parce que c'est hyper important de regarder. Enfin, ça, Oui. je trouve que c'est vraiment. J'ai pas fini de regarder. Et il y a des moments où vous vous dites oh là là, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Alors je dis oh là là, un peu désespéré, mais ça pourrait être un oh là là, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Je suis pas sûre qu'on ait bien senti la différence dans ce que je viens de faire. Ça pourrait être de la joie ou ça pourrait Non, être il y a évidemment du des dépit. bonnes surprises. Il y a évidemment des bonnes surprises. Il y a je veux dire, la saison 1 des Bracelets Rouges, elle est très joliment réalisée et c'est très agréable à voir. Mais est-ce que des fois vous êtes surprise, mais dans le bon sens du terme, vous vous dites ah oui, j'ai écrit ça et ça devient ça et c'est incroyable. C'est pas du tout ce que j'avais pu imaginer. Ça vous est déjà arrivé ou pas du tout? Non, il y a quand même relativement peu de place à ça, hein, soyons clairs, en télévision. Je veux Ah, dire, c'est vrai? Il n'y a pas de... au point de dire c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Et non, quand même, normalement, je veux dire, ça peut se créer dans des espaces de vignettes très... je sais pas, de ponts musicaux. D'accord, Où on propose peut-être des choix d'images et puis ça va être d'autres images à l'écran. Mais je veux dire, dans les scènes, des scènes bien écrites, bien construites avec des enjeux, des personnages, normalement, il devrait pas y avoir de raison que je tombe de ma chaise en disant j'avais imaginé complètement autre chose s'il y a les dialogues que j'avais écrits. Enfin, Pour les Bracelets Rouges, vous étiez donc dans la première saison, oui. à l'adaptation de la première saison. Vous avez fait qu'une seule saison? Vous avez fait les Non, deux autres aussi? J'ai fait alors j'ai écrit avec d'autres auteurs, avec une équipe d'auteurs, la saison 1, ensuite la saison 2 et je suis partie aux 2 derniers épisodes, avant les 2 derniers épisodes de la saison 2. D'accord. Est-ce que c'était une série, comme on dit un peu vulgairement, série à gros budget, les Bracelets Rouges? Est-ce que ça existe encore, les séries? On parlait de la différence entre le cinéma et les séries. Les films à gros budget, on voit à peu près ce que c'est. Non, Bon, mais les séries aussi. Le gros problème, c'est qu'en fait, non, les séries aussi, on peut voir une Oui, tout à fait. différence entre des séries historiques comme Borgia. Vous savez qu'il y a des moyens, parce que film d'époque, film en costume, des etc. séries bien sûr. Contemporaines. Bon. Après, les différences de budget, elles se font bien souvent, malheureusement, sur le dos des scénaristes. Hein, parce que on entend beaucoup en ce moment parler de séries à coût maîtrisé. C'est nouveau, ça. C'est le low cost de la série, c'est les séries à coût maîtrisé, mais en fait, le coût n'est pas du tout maîtrisé quand il s'agit de faire le casting ou les décors. Hein, c'est vraiment maîtrisé uniquement sur la seule variable ajustement possible aujourd'hui pour les producteurs, c'est-à-dire l'écriture, malheureusement. Donc bon, ça c'est absurde. Enfin, c'est absurde et d'ailleurs, on le voit. Et alors, est-ce que quand vous écrivez le scénario, vous êtes obligé de prendre en compte ces histoires de budget? C'est-à-dire que, on en parlera avec la série que vous êtes en train de mettre en scène. Est-ce que vous savez, si vous venez inventer un petit truc historique, vous imaginez un décor, un costume, etc., vous vous dites, bon non, là c'est même pas la peine que j'y aille parce que je sais que budgétairement, on va me le refuser? Alors, quand on n'est pas impliqué dans la production, on ne le sait pas. Il n'y a aucune raison qu'un scénariste... Et donc, vous pouvez écrire librement tout ce que vous imaginez. Oui, après, le problème, c'est que ce ne sera pas fait. Donc, voilà, de toute façon, on va soit nous demander de réécrire, et c'est un peu dommage de ne pas nous l'avoir dit avant, mais il faut réécrire parce que ça ne peut pas coller. Soit, pire encore, finalement, la différence n'est pas si évidente, il n'y a peut-être pas complètement besoin de réécrire, on verra bien, et puis après, en fait, on ne trouve pas le décor, et puis après, c'est plus cheap, et puis après, c'est réécrit n'importe comment au dernier moment sur le tournage. Ça, c'est ce qui peut arriver de pire, parce que, évidemment, plus on est conscient des contraintes, la télévision, c'est une écriture sous contrainte, plus on est conscient des contraintes budgétaires et de ce qu'elles impliquent, parce que, je veux dire, on peut dire des chiffres, mais des chiffres, ça veut rien dire, en fait. Il faut qu'on nous explique, parce que après, et ça, c'est tout le travail, je pense, d'un showrunner, mais j'ai compris qu'on y reviendra, mais de faire des arbitrages, en fait,
entre le Bien budget sûr. et l'artistique. Si je vous parle de gros budget, Marie Roussin, c'est parce que votre nom apparaît aussi au générique d'un succès international signé Netflix, Lupin. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis de l'informatique. Oui, et alors? Vous avez un bureau ici à la mairie? Ouais, peut-être. Enfin, j'ai dû y foutre les pieds 2 fois. Pourquoi? Parce que dans ce bureau, il y a un ordinateur que j'ai mis à jour. Et j'ai trouvé des trucs. Quoi? Des trucs un peu chauds. Du porno. C'est quoi ces conneries? Vous pensez vraiment que je viens ici juste pour regarder du porno? Bah non, c'est ce que je me suis dit, c'est bien plus pratique chez vous. Mais vous êtes débile ou quoi? Je regarde pas de porno, point. Attendez, s'il y a bien un gars qui va pas vous juger, c'est moi, hein, soyez Bon, tranquille. écoutez, vous m'emmerdez là. J'ai du boulot. La mère m'attend, donc vous effacez tout ça et on n'en parle plus, ok? Non, moi j'efface rien du tout. Moi je touche pas à l'ordinateur du commissaire, ça non. Si vous voulez que ce soit effacé, bah, vous effacez ça vous-même, ou pas. Mais en tout cas, moi je suis obligé de faire un rapport. Alors, les nouveaux épisodes de Lupin sont attendus cet été. Comment vous arrivez dans cette aventure, Marie Roussin? Il y a Florent Meyer et Tigrane Rosine qui sont les 2 auteurs à l'origine une toute première proposition pour ce projet qui séduit Omar Sy. Et j'arrive ensuite parce que j'avais une expérience de direction d'écriture. Et voilà, et en fait, on a travaillé tous les 3 avec Florent et Tigrane sur des concepts qui changeaient. Il fallait mettre d'accord un peu tout le monde. Omar Sy, Netflix, nous qui écrivions. Ça a été très compliqué. On a fait plusieurs fois des arches jusqu'à 10 épisodes, hein, des espèces de mini-synopsis de 10 épisodes. Et puis, on a rencontré Omar Sy à Los Angeles, et puis on est revenu en France, il fallait repartir sur une autre version encore. Et puis finalement, nous, on est sortis du projet, enfin, on nous a sortis du projet en se disant que ça ne fonctionnait pas. Ce qui était une réalité, ça ne fonctionnait pas. Donc ensuite, le projet, on va dire, a continué sans nous. D'autres auteurs sont arrivés après, dont l'anglais, George Kay, et qui a fait la dernière version du projet. En fait. Mais c'est intéressant de vous entendre parler de ça parce que c'est aussi une réalité du métier de scénariste. C'est qu'il y a des projets que vous commencez, dont vous êtes dépossédé, on les donne à d'autres, d'autres vous récupérez, d'autres ça va jusqu'au bout, d'autres qui partent à la poubelle. Je dis ça parce que là, on est dans le concret, c'est-à-dire qu'on a un peu le fantasme. Moi, enfant, Ouais. je vais écrire des histoires dans ma chambre et c'est absolument pas ça. Au quotidien, c'est une bataille sans arrêt. Oui, ça peut ne pas être comme ça. Oui, ça peut ne pas être comme ça j'ai bien compris. Ça Mais ça peut l'est, mieux- non, ça mais peut ça mieux l'est aussi, s'organiser. ça l'est aussi, je veux dire. Oui. C'est une bien sûr. réalité. C'est Oui, une oui, réalité de devoir absolument. se battre pour imposer ses histoires. Absolument, oui. Vous avez, on le disait tout à l'heure, vous avez été lectrice de scénario au début de votre carrière, puis scénariste, et puis directrice d'écriture. D'écriture. Vous avez fait de l'adaptation, et vous voilà, depuis plusieurs mois, créatrice. Alors, je ne sais pas s'il faut que je dise le mot de showrunneuse. Showrunner. Ou showrun. Ah, vous le mettez au Moi, mettez au je dis masculin, showrunner au parce que showrunner. ça s'écrit ER, c'est un mot américain, c'est vrai, c'est pas c'est vrai. EUR à la fin. Oui, donc, c'est vrai, c'est vrai. Je le garde comme ça. Pour ça une me choque série que l'on va pouvoir découvrir sur Amazon Prime Video. Alors, j'avais le titre de la série en question, mais il me semble qu'en fait, le titre a changé. pas. Le titre Alors, a je vous changé. laisse nous dévoiler le nom de cette série. Mixte. Mix, d'accord. Et est-ce que vous êtes donc showrunner sur cette série? Et si oui, ça consiste en quoi? La réponse est oui. Ouais. Je suis showrunner de la série Mixte. Je me redresse un peu. J'ai montré beaucoup plus de... Non, ça consiste en suivre toute la fabrication de la série. C'est-à-dire qu'un scénariste de série, un scénariste d'une équipe d'écriture sur une série s'arrête lorsque sa dernière version de texte remise est acceptée. En France, il ne suit pas forcément toute la fabrication de l'épisode qu'il a écrit, et encore moins évidemment de toute la série. Et donc là, sur Mixte, le showrunner est là pour garantir, en fait, disons, la cohérence artistique, la vision d'auteur de la série. Et donc, évidemment, elle commence par l'écriture et elle se décline. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu ce que je vous racontais
des feuilletons radio américains au début. Le chef d'orchestre, c'est le scénariste, et puis il discute avec tout le monde. Et ben, là, à la télévision, c'est la même chose en série télé. C'est-à-dire que le scénariste, donc c'est la directrice d'écriture en l'occurrence, est aussi showrunner quand elle discute avec tout le monde, avec tous les chefs de poste, avec le chef déco, avec les accessoires, avec les costumes, avec évidemment les réalisateurs, qui sont plusieurs. Hein, Voilà, là vous réalisez pas, on est d'accord. Je ne réalise pas, non. Vous organisez toute la cohérence de la chaîne de fabrication de la série. Avec les producteurs. Avec les bien producteurs. évidemment. Le casting, vous avez votre mot à dire. Je suis le casting. Oui. Moi, par exemple, j'étais pas aux essais parce que c'est un peu troublant parfois pour des comédiens. Oui. Il y a déjà le directeur de casting, puis la réalisatrice ou le réalisateur. Une troisième personne, c'est pas toujours. Donc, moi, je vois tous les essais en revanche. Et donc, ensuite, on discute avec les réalisateurs. Alors, sauf que, donc, on sait que ça s'appelle mixte, on sait rien pour le reste, mais j'ai quand même travaillé un petit peu, mais j'ai pas d'extrait, évidemment, vous imaginez bien. Alors, je me suis imaginé une musique qui pourrait illustrer votre histoire. On est en 1963, ça je l'ai bien compris, et en 1963, dans les postes de radio, on entend ça. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans les rues de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Je triche un peu parce qu'en fait c'est la version de Pomme de la chanson de Françoise Hardy, mais la chanson date bien de 1963. Ça parle de garçons et de filles, et si j'ai bien compris, en tout cas avec le titre mixte, on se doute que ça parle de garçons et de filles, votre histoire. Absolument, et c'est de ça mixité. Et de mixité. C'est un lycée de garçons qui a toujours été un lycée de garçons, qui est le lycée de la ville et qui accueille pour la première fois une poignée de jeunes filles. Et c'est ça le début de l'histoire. Et c'est le début de l'histoire. Et vous n'avez pas la fin de l'histoire, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, puisque c'est une série. Vous avez dans votre tête la saison 1, la saison 2, la saison 3, et après la suite, ou vous avez déjà la saison 1 ? J'ai toujours eu en ligne de mire mai 68. Donc ça serait 63, 68 ? Ça dépend pas de moi. D'accord. Mais les élèves qui entrent au lycée en classe de seconde en 1963 sont en deuxième année de fac en mai 68, pour ceux qui ne redoublent pas. Parce que le redoublement était très fréquent à l'époque. Et comment est née cette idée ? Elle est née il y a longtemps déjà. En fait, vous l'avez dans votre tête depuis longtemps, vous la portez ? J'ai écrit une première version de Bible en 2012. 2012 C'était il y a 9 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça C'était pas le moment, en fait. Il y a des projets comme ça où on se dit... Il y a des projets comme ça. J'étais tombée sur un article de journal et je m'étais dit, mais enfin, c'est une histoire géniale. Moi, ce qui me plaît beaucoup, beaucoup dans l'histoire de la mixité, c'est que pour moi, c'est déjà la fabrique de la société d'aujourd'hui. C'est des thèmes, en fait, extrêmement actuels maintenant. Et ce qui m'amusait, c'est qu'en fait, la mixité, c'est pas une loi qui est passée. Les lycées sont pas du tout devenus mixtes du jour au lendemain en France. En fait, ça s'est fait de façon très progressive, à des rythmes très différents selon les régions. Paris, par exemple, qui est une grande ville, a eu des lycées non mixtes très longtemps parce qu'elle avait suffisamment de lycées pour avoir d'un côté des lycées de filles et de l'autre des lycées de garçons. C'est pas du tout le cas de plus petites villes, et la série d'ailleurs se passe en province et pas à Paris. Et en fait, la mixité, finalement, beaucoup de personnes ont connu l'expérience des premières mixités dans des années un peu différentes, dans des régions différentes. Mais en fait, c'est quand même une révolution sociale absolument immense. Et voilà, je trouvais ça quand même assez jouissif d'en parler. Sauf que là, voilà, vous êtes très heureuse d'en parler, et je peux comprendre, parce qu'il y a quand même aussi une certaine fierté, je pense, à mener un tel projet. Sauf que le tournage devait débuter en mars 2020. Le 18 mars. Le 18 mars. Et qu'est-ce qui s'est passé 3 jours plus tard général, le 17 mars, donc la veille du tournage. Donc on a dû annoncer à tout le monde, enfin on a déjà dû nous annoncer, et puis on a dû annoncer à tout le monde le vendredi 13 mars. Je me souviendrai longtemps de ce vendredi 13 que le tournage était reporté à une date inconnue. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là ? Comment vous le vivez ? C'est vraiment une journée dont je me souviendrai très longtemps. Bon, ça a été un coup de massue terrible. C'est exceptionnellement frustrant après
tout ce travail d'être si près du but, si impatient. C'est-à-dire qu'avec la réalisatrice, c'est une réalisatrice québécoise qui aurait dû réaliser et qui n'a pas réalisé finalement à cause de tout ça la série le matin même. Elle me disait, mais si ça pouvait être demain matin, j'aimerais que ce soit demain matin, tellement je suis prête. On trépignait. C'est un peu comme des gens qui se préparent quand même pour une grande compétition. Ouais, bien sûr. Et en fait, on leur dit... Ouais. Et donc, non, ça a été un coup de massue terrible. On a été confinés, donc de toute façon, le coup de massue a été autrement plus grand et pour le monde entier. Là. Mais avec ce truc de vous dire, peut-être que ça ne verra jamais le jour ? Non, pas ça... du tout. Vous restez assez positive en vous disant... J'ai toujours eu c'est reporté. Vraiment confiance dans le fait que cette série existerait un jour. C'est de façon très curieuse, mais je veux dire, même en 2012, quand je l'ai écrite, et c'était pas le moment, donc il y avait aucune chaîne... Enfin, en fait, toutes les chaînes avaient déjà un projet qui se passait dans les années 60, donc il y avait Speakerine sur France 2 qui était au tout début. Donc en fait, c'était pas possible à ce moment-là, et j'ai pourtant toujours eu foi dans ce projet. Quand je l'ai relu quelques années après, qui m'excitait toujours autant, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est vraiment le signe que je tiens quelque chose. Et ça a été un petit peu pareil en mars. Ça a été un coup très dur. Après, on attendait de savoir quand on allait pouvoir reprogrammer le tournage. Et qui a été reprogrammé donc entre deux confinements ? A fini par débuter un 4 août. 4 mois plus tard, entre-temps, vous avez eu le Covid quand même. Entre-temps, j'ai eu le Covid, mais très très peu de temps après ce fameux vendredi 13. Voilà, donc, c'était juste pour bien vous casser. Voilà, c'était ça. Donc enfermé à la maison. Est-ce que vous avez changé le scénario ? Est-ce que vous en avez profité pour le reprendre, ce scénario ? Non, il y a un moment, je pense, où de toute façon, c'est plus très sain de se revenir replonger. Parce que on se met à avoir peur de tout et alors c'est vraiment pas le moment. On a envie de tout réécrire. Il faut garder le cap. En revanche, les épisodes 6 et 7 étaient encore à leur V1, donc leur première version. Donc on a continué de travailler sur les versions qui suivaient et d'écrire le dernier épisode qui était à ce moment-là seulement au stade de la structure, de l'outline, enfin du synopsis. Donc vous finissez quasiment l'écriture. Voilà. 4 août, clap de départ. Voilà. Avec une grande émotion, j'imagine. Oui. C'est vous qui l'avez donné, le clap ? Ah non, ça c'est la prérogative du réalisateur. Ouais. Avec un changement de réalisateur. Avec un changement de réalisateur, oui. Et Alexandre Castagnetti qui a réalisé les 4 premiers épisodes, Édouard Salier les 4 suivants. Et donc vous avez mis en boîte les 8 épisodes. Les 8 épisodes en pas mal de temps, puisqu'on a eu le Covid, malheureusement. Qui a interrompu le tournage. Et donc, vous avez tourné jusqu'à quand ? Jusqu'au 17 décembre. 17 décembre, après ensuite, montage. Voilà. Et donc, quand sur nos écrans ? Parce qu'en fait, c'était ça la question au bout. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien ? Cette décision ne m'appartient pas. Non. Ouais. Non. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez tout ça aujourd'hui ? Maintenant, je suis très impatiente que d'autres que nous le voient. Oui. Ouais, c'est surtout ça. Je veux dire, c'est une série qu'on a portée avec les producteurs quand même longtemps. Et on a eu un développement vraiment, je pense que peu de séries ont connu autant de rebondissements, de revers, enfin... Voilà, Vous avez un scénario dans le scénario, c'est ça ? Où vous pourriez écrire l'histoire de l'histoire ? Ouais. Vous y pensez ? Non, quand même pas. J'aurais pas envie de le faire, mais il y aurait matière à faire. Ouais. Je vais vous poser une question très difficile pour conclure ce grand entretien, Marie Roussin. Si vous deviez résumer votre vie professionnelle à ce jour, à travers le titre d'une chanson, d'un film ou d'une série, est-ce qu'il y a un titre évident qui arrive ? Oh là là, comme ça, non, pas du tout. C'est dur, hein ? Non, et puis surtout, résumer tout mon parcours. Ben oui, ou votre état d'esprit aujourd'hui ? Il reste beaucoup de temps devant moi, quoi. C'est surtout que c'est que le début. C'est que le début, c'est ça. C'est le premier jour du reste de ta vie. C'est voilà. Un peu. Ouais. Ça a été un peu ça en finissant le tournage. Vous avez ressenti ça en vous disant voilà, ça y est, je passe à autre chose maintenant. Je passe pas à autre chose en fait. Je veux continuer d'écrire et tout ça. C'est pas vraiment une page qui se tourne. C'est plutôt non, ça continue. En réalité, là, ce qui se passe, c'est que je commence à avoir d'autres envies que j'avais pas avant. C'est-à-dire ? Je pense à un court-métrage, mais ça c'est vraiment passer très... côté cinéma. Donc ça y est, en fait, vous avez fini la série, enfin quasiment. Non, et vous êtes déjà on en a train, fini la saison 1. Voilà. Et oui, mais oui, c'est vrai.
Suis-je bête? On a fini la saison 1. On attend la saison 2 avant même d'avoir vu la saison 1. Ah bah voilà. Merci infiniment, Marie Roussin. Merci à beaucoup vous. de ce grand entretien. J'espère que vous reviendrez nous voir pour nous parler donc de la sortie de Mixte à voir bientôt. Je dis bientôt, j'en sais rien, mais on va dire à bientôt. Oui, on va ça le c'est dire. certain. Ce Bientôt. sera sur Amazon Prime Video. La semaine prochaine, 2 nouveaux épisodes de Seriland vous attendent. Dans le premier, à l'occasion de l'arrivée de la série It's a Sin, qui narre les aventures de 5 jeunes à Londres en 1981 et dont la vie va être bouleversée par le VIH, nous vous proposerons un épisode au cours duquel il sera question des années SIDA dans les fictions. Quant à notre grand entretien, je suis très heureuse de vous annoncer la venue du réalisateur Jean-Pascal Zadi. On lui doit le film Tout simplement noir, mais également une série géniale, Craignos, dont la 2e saison débarque sur France.tv le 19 mars. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe des filles, Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler, vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous rend heureux. Mais attention, dans Seriland, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.